évidemment, vous êtes un peu au cœur des questions liées à la médiation culturelle. Voilà maintenant une centaine d'années qu'on parle de la démocratisation de la culture. Alors, ces dernières années, quelles sont les évolutions significatives que vous pointez sur cette question? Bon, il faut dire que c'est vrai que je suis dans le bain de la culture depuis déjà un certain temps. Bon, pas à ce poste, puisque ça c'est assez récent, mais quand même, je pense que j'ai un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé, en tout cas en Fédération Wallonie-Bruxelles, par rapport aux politiques culturelles. Et je pense quand même qu'on a une certaine chance. La première chance qu'on a, je pense, c'est d'avoir eu une législation, deux législations finalement, avec la même ministre de la Culture. Ce qui quand même, à mon sens, a permis de poser certains jalons et de mettre en perspective toute une série de questionnements et de problématiques, il faut bien le dire, par rapport justement à ces politiques. Donc, à mon sens, le fait d'avoir comme ça, finalement, presque une dizaine d'années, c'est un peu moins en fait, sous finalement une politique culturelle qui était quand même petit à petit définie, avec par exemple, tout au début de la prise de législature, la création de ces fameux forums qui ont finalement phagocyté, voilà exactement, hein, qui en fait, ces assises ont permis quand même de définir ou de redéfinir toute une série de problématiques, d'écouter ce qui était quand même une des grandes questions aussi et une grande demande de toutes les associations en général en tout cas, que le politique entende vraiment quels étaient les problèmes, les revendications, etc. Finalement, ça nous a quand même permis de jalonner assez bien donc, ce développement des politiques culturelles. Donc ça, c'est quelque chose quand même que je trouve qui vaut la peine d'être dit. Avec le temps, et on arrive là maintenant en fin de législature, en tout cas de deuxième législature de notre ministre de tutelle, je pense qu'on a une idée bien précise. Je prends l'exemple évidemment de Point Culture, ex-médiathèque, dans laquelle évidemment nous avons participé au départ à ces assises, ces forums. Et finalement, maintenant on se rend bien compte, avec notre nouveau contrat programme par exemple, qui a eu pris cours en janvier 2013 pour se continuer, j'ai dit 2014 pardon, et qui va jusqu'à 2017. En fait, on voit maintenant que les nouvelles missions qui sont données à notre association nous permettent quand même de définir plus précisément notre politique, quoi. Et un des éléments dans votre secteur spécifique en plus qui a quand même considérablement transformé les rapports au savoir, c'est la numérisation des œuvres. Alors ça, c'est un vrai nouveau défi. Tout à fait. Et c'est un défi, et ça fait partie aussi peut-être du bilan qu'on peut tirer de ces 10 dernières années, et même un petit peu au-delà d'ailleurs. C'est une véritable révolution, évidemment. Pas seulement pour l'ex-médiathèque Point Culture maintenant, mais pour tous les acteurs qui étaient liés, je dirais, au support physique en général. Et donc, on a pris vraiment de front cette lame de numérique. On a essayé d'y répondre comme on a pu, notamment en créant une plateforme de téléchargement il y a déjà presque 8 ans maintenant, qui vivote, hein, il faut être clair aussi, vu le marché vraiment purement commercial et les acteurs vraiment mastodontes, je dirais, qui sont en face de nous. Mais malgré tout, on est parvenu à nicher quand même jusqu'à un certain point des publics, des répertoires, ce qui a toujours été notre vocation, en tout cas dans les missions ancestrales. Et maintenant, avec ces nouvelles missions, justement, on peut enfin lier les collections à la médiation culturelle au sens large. Et ici, en plus, vous vous êtes donné comme défi d'organiser un espace de rencontre avec les publics. Voilà, donc c'est exactement ce qui est décrit dans notre contrat programme, nouveau contrat programme. Donc le fait de servir de relais finalement à l'ensemble de l'associatif culturel, non seulement celui qui était lié à nos missions, je dirais, originelles, qui étaient plutôt liées à l'image et au son, mais aussi par exemple aux arts plastiques, ce qui était un peu une terra incognita pour nous. Maintenant, donc, nous permet justement, en créant ces nouveaux espaces, de pouvoir lier tous ces secteurs. Et l'associatif y répond d'ailleurs assez positivement, tous azimuts d'ailleurs, puisqu'on met à leur disposition, c'est l'endroit où on est pour l'instant, donc une agora dans laquelle on peut organiser toutes sortes de conférences, de démonstrations, etc. Mais aussi évidemment filmer tout ça en direct et le streamer, donc donner une dimension finalement supplémentaire au travail de ces associations. Et ça, c'est vraiment notre rôle principal, promotion et diffusion de l'associatif culturel. C'est quoi le grand défi des 5 prochaines années? Alors, le grand défi, à mon sens, il est lié aussi au nouveau public. On avait évidemment un public ancestral, enfin je dis ancestral, mais c'est plutôt originel, on ne va pas trop le vieillir quand même. Et donc je voulais simplement dire que notre défi, c'est évidemment les jeunes, et essayer de
pouvoir capter ces nouveaux publics qui sont hyper connectés, qui n'ont aucune idée de ce qu'à la limite est un CD physique, puisqu'ils trouvent tout sur Internet, ou en tout cas ils croient trouver tout sur Internet, ou ils se connectent sans arrêt via smartphone, etc. Or, ce public, il a aussi besoin de lieux de vie. Et c'est exactement ça ce qu'on essaye de développer ici dans ces espaces, des lieux de vie. On n'est pas les seuls à le faire, évidemment. Il y a beaucoup d'autres partenaires qui développent ce genre de choses. Mais disons qu'on met vraiment l'accent sur le fait de la convivialité, le fait que les publics puissent s'ancrer et, par le biais de cet ancrage, leur proposer tout ce qu'on peut à notre niveau, mais aussi évidemment au niveau de nos partenaires. Ça, c'est vraiment un défi. Et je dois dire que là, maintenant, le mouvement commence, s'amplifie, est en phase avec pas mal d'objectifs d'autres partenaires. Et je pense que c'est vraiment ça. Si on réussit ce défi-là, réancrer les gens, les mettre dans les lieux tels qu'on les a définis et leur proposer toute une série de modules de médiation, disons ça comme ça, je pense qu'on a gagné le pari. Bien, vous avez évoqué les nouveaux rapports inévitables qu'il y a aujourd'hui face à la montée en puissance d'une multitude de médias, avec des citoyens hyper connectés. Certains parlent même d'une forme d'assignation à résidence et d'addiction. Comment est-ce que le Point Culture va gérer la question de la citoyenneté et de la culture? Donc, c'est évidemment aussi un des grands défis. J'ai parlé des jeunes publics. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que justement, le fait d'être hyper connecté pour les citoyens leur donne aussi un impact qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Donc, dans l'évolution aussi, ça c'est une véritable révolution. Finalement, l'apport que peuvent donner de façon tout à fait personnalisée les membres du public ou les personnes qui viennent nous fréquenter par rapport à nos missions, mais par rapport à toute une série de débats ou de projets. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'intégrer aussi dans les expositions qu'on organise, dans les colloques qu'on organise, dans simplement les conférences qu'on organise. L'interactivité vraiment du public est extrêmement importante. Évidemment, ça se joue au niveau des réseaux sociaux, ça, c'est un impact essentiel. Ceci dit, il faut aussi un peu le gérer, parce que sinon on est parti dans tous les sens. Et vous savez aussi bien que moi que sans un minimum de modération, en tout cas, on peut partir dans des choses vraiment inacceptables, même à notre niveau. On a eu le coup d'ailleurs. Donc ce qui fait que l'apport personnaliser la façon dont les personnes s'approprient finalement la programmation et ce qu'on leur propose tout au cours d'une saison, par exemple, avec le retour qu'ils en font, nous permettent aussi d'adapter les choses et finalement d'ouvrir encore beaucoup plus tout ce qui peut se faire au niveau culturel. Et donc ça, c'est vraiment un apport majeur. Et je dois dire, c'est une évolution qu'on pressent, évidemment, qu'on voit se concrétiser jour après jour, mais qui prend une ampleur qui est parfois un peu incontrôlable. Je prends un exemple tout simple. Nous avons évidemment une page Facebook, nous avons évidemment un Twitter et des choses pareilles. Eh bien, on voit de façon exponentielle le nombre de personnes qui commencent à réagir. Évidemment, on fait aussi tout pour que les personnes réagissent et on modère ce genre de choses. Mais c'est un des grands exemples. Et paradoxalement, ce n'est pas parce que ces gens répondent sur les réseaux sociaux qu'on ne va pas les voir physiquement dans les lieux, avec d'ailleurs justement toute une série de choses qui viennent voir parce qu'ils ont appris par les réseaux sociaux que ça a été organisé. Donc, finalement, cette dualité, c'est quelque chose de très constructif et de très positif et d'extrêmement dynamique. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de pousser à un maximum, je veux dire. Alors, ça se passe au niveau de notre public personnalisé, mais ça se passe aussi évidemment des associations. Nous avons beaucoup de liens avec le culturel, évidemment, ça fait partie de nos missions, et cette interaction s'amplifie et les synergies s'amplifient. On crée depuis le début de l'ouverture des points culture des comités de partenaires dans lesquels on s'aperçoit qu'autour d'une table, il y a une multitude de synergies qui peuvent se créer et qui finalement nous permettent finalement de programmer sans finalement devoir le faire puisque les éléments sont là. Il faut finalement remettre un peu les pièces du puzzle ensemble. Enfin, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça qui se passe. Merci. Laurence Adam, bonjour. Vous êtes la responsable d'Article 27 ici à Bruxelles, une association qui existe maintenant depuis bientôt 15 ans et qui a fait un gros travail sur la rencontre entre les différentes formes d'expression culturelle et les publics. Qu'est-ce qui a bougé ces 10 dernières années ? Je crois que déjà quelque chose qui a changé, ça pourrait être le regard qu'on porte sur les personnes qu'on dit désengagées ou exclues de la participation culturelle. Avant article 27, les gens n'allaient pas dans les lieux culturels, ne les fréquentaient pas simplement parce qu'il y avait un problème financier. Mais on parlait en même temps d'une forme d'acculturation, voilà, il y avait des concepts qui traînaient comme ça. Et donc, on se disait qu'il y avait une partie de la population qui ne pouvait pas entrer en lien avec les œuvres.
avec article 27, c'est premier pas financier qui a été fait, eh ben, on a pu remettre un petit peu les gens au centre de leur relation à la culture et donc voir qu'effectivement toute personne est porteuse de culture et peut avoir une relation avec une œuvre, peu importe son niveau d'éducation, etc., ou le contexte, dès le moment où il va être déconstruit, parce que évidemment, ce que les institutions culturelles peut-être ont pris conscience, c'est qu'elles-mêmes, elles portaient des freins. Et donc, elles les portaient en elles-mêmes. Et donc, ça peut être dans l'accueil, ça peut être le bâtiment même qui va être lui-même un frein, les codes d'accès, etc. Mais dès le moment où on peut déconstruire tout ça et que la personne se retrouve face à une œuvre, alors à ce moment-là, elle peut évidemment ressentir, comprendre et vivre cette relation avec l'œuvre. Et très vite, quand vous avez lancé article 27, vous ne vous êtes pas limité à la dimension accès aux œuvres, vous avez très vite aussi mis en parallèle la participation à la production culturelle. Oui, c'est-à-dire que c'est un chemin qui est intéressant, c'est que pour nous, on ne va pas opposer l'accès aux œuvres et la participation culturelle. C'est aussi quelque chose qui se passait, c'est qu'on était soit acteur dans un groupe amateur, ou bien on était spectateur et il n'y avait pas cette connexion-là qui pouvait se faire. Il y avait les professionnels, les amateurs et les gens qui regardaient. Ici, nous, ce qu'on a vraiment pu constater, c'est qu'à partir du moment où on est en relation avec une œuvre, on va aussi poser un regard autre qui est sur la société. On peut encourager ce regard de toute une série de manières. Et puis après, on peut avoir envie d'expérimenter une pratique artistique et puis peut-être après avoir envie de dire quelque chose par le biais de cette pratique artistique. Et tout ça est global, la personne est complète dans son rapport à la culture. Ce que vous avez amené de neuf, et ce serait peut-être bien d'en faire un mini bilan, c'est d'articuler des institutions sociales avec des institutions culturelles. Oui. Donc effectivement, maintenant on a 150 partenaires sociaux, 160 partenaires culturels et au sein de ces institutions sociales, il y a à chaque fois un relais. Ce relais est en charge d'accompagner les publics vers la participation culturelle et donc en face ou avec, il y a les institutions culturelles et en leur sein, il y a aussi des relais qui sont plus particulièrement en lien avec nous et qui vont essayer de voir comment leur structure peut s'ouvrir. Et donc, aussi bien les institutions sociales que les institutions culturelles font à ce moment-là œuvre de médiation. Le travailleur social, quand il est en train de parler de propositions culturelles dans leur sens large, et l'institution culturelle, par le biais de ce travailleur-là, quand il est en train d'essayer de se déplacer vers les publics. Et c'est ce trajet-là qui est intéressant, c'est-à-dire que l'institution culturelle va se déplacer, mais aussi matériellement, on va trouver des lieux culturels qui vont proposer des animations dans les associations, qui font des visites hors les murs. Et alors, on va se trouver dans un centre alpha en train de faire de la danse contemporaine. Et donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est de pouvoir effectivement faire cette fusion pour cette appropriation de la dimension culturelle. Alors, après 15 ans, l'article 27 s'est installé dans le paysage, tant en Wallonie qu'à Bruxelles. Comme tu l'as rappelé, un certain nombre de difficultés de nature économique ont été un petit peu rencontrées. Depuis, la situation économique s'est considérablement dégradée. Les chiffres de la pauvreté sont affolants. Et donc, c'est quoi le nouveau défi demain pour l'article 27 pour dépasser les difficultés actuelles ? Déjà, article 27, pour le moment, on pourrait le considérer toujours comme un pansement sur une jambe de bois. Dans son sens le plus strict, c'est-à-dire qu'à Bruxelles, il y a 270 000 personnes qui vivent sur ou sous le seuil de pauvreté et que nous, potentiellement, via les associations sociales, on en touche 10-15 000. Donc, il y a 10-15 000 personnes qui fréquentent les lieux culturels. Pour, par rapport à l'offre culturelle, utiliser 30-40 000 tickets par an. On pourrait se dire que c'est intéressant, sauf qu'on touche donc du public qui est uniquement lié à des associations. Ça veut dire que les personnes qui sont très isolées ou bien qui ont un petit revenu, mais des enfants, et donc qui n'arrivent pas déjà à joindre les deux bouts, elles ne peuvent pas non plus venir chercher les tickets article 27. Donc là, on a un réel défi, ce serait de voir comment
l'offre culturelle pourrait être réellement accessible à toute personne qui vit sur ou sous le seuil de pauvreté. On a des pistes et on aimerait vraiment s'associer à une réflexion avec d'autres structures pour voir comment faire ça. Et ça concerne alors aussi bien les institutions culturelles que le politique à ce moment-là. Justement, ça, concrètement, le prochain ou la prochaine ministre de la Culture, de votre point de vue, qu'est-ce qu'elle doit mettre en place pour vous aider à faire ça? Donc, pour nous aider à faire ça, elle doit évidemment entendre ce qui se passe sur notre terrain, mais elle doit aussi se décider sur une action profonde pour restituer la participation culturelle des publics avec d'autres comme le PAC, comme d'autres structures, pour pouvoir réellement faire changer les choses. Et ça, c'est au niveau peut-être de l'offre culturelle. Maintenant, au niveau des structures, des institutions culturelles, le travail de médiation culturelle qui est fait par des travailleurs, il est parfois d'initiative individuelle, parfois soutenu par les institutions culturelles, il n'est pas suffisamment reconnu. Il y a un défi là qui serait de pouvoir organiser la formation. Quand on travaille dans le champ culturel et en même temps dans le champ de la lutte contre la pauvreté, il y a une dimension politique qu'il faudrait pouvoir saisir pleinement et donc pouvoir développer des actions qui nourrissent la lutte contre la pauvreté par le biais de la participation culturelle. Ça, c'est encore un autre défi. Pour les travailleurs sociaux qui sont au sein des associations sociales, il y a aussi évidemment une place qu'elles occupent et ils sont soutenus par leurs institutions sociales pour la plupart, mais il faudrait pouvoir instituer aussi ce travail. La formation devrait pouvoir l'aider aussi. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que ceux qui vivent dans la très grande pauvreté aujourd'hui, ils ont bien besoin d'autre chose que de culture? Mais alors, on est toujours dans cette relation, on veut opposer les choses, mais nous, on ne veut pas les opposer. On veut que le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'enseignement soit accompli. Et dans le même temps, on veut que les gens aient le droit de nourrir leur esprit, leurs sensations, leurs émotions. On veut que les gens puissent avoir une vie de qualité. C'est juste par rapport à cette dignité humaine qu'on veut entendre concrétiser. Et comment on peut avoir envie de l'opposer ?